La lumière est-elle une onde ou une particule? La question s'est posée dès l'époque de Newton. Elle a divisé le monde scientifique jusqu'aux expériences décisives du XIXe siècle, confortant l'hypothèse ondulatoire. À la fin du XIXe siècle, la question semble définitivement réglée. La lumière est une onde. Le spectre électromagnétique, qui se construit peu à peu, est gradué en longueur d'onde. Mais en 1905, Einstein cherche à expliquer l'effet photoélectrique, une émission d'électrons par une plaque métallique exposée à la lumière. À la lumière, mais pas n'importe laquelle. Pourquoi une lumière bleue est-elle capable d'extraire les électrons du métal, mais pas une lumière rouge, même en augmentant et augmentant encore son intensité? Inspiré par Planck, Einstein annonce alors que la lumière est composée de quanta. Plus tard baptisées photons, ces particules sans masse ont une énergie qui dépend de la fréquence de l'onde associée. Le spectre électromagnétique s'enrichit d'une nouvelle échelle graduée en énergie. Les spectres sont comme les papillons, pense le physicien danois Niels Bohr en ce début 1913. Les couleurs sont très belles, mais on a fait le tour du problème. Grâce au spectroscope à prisme mis au point 50 ans plus tôt par les physiciens allemands Kirchhoff et Bunsen, tous les éléments chimiques ont fourni leur identité sous la forme de raies caractéristiques. Pourtant, ce sont ces traits lumineux qui vont offrir à Bohr la clé du secret des atomes. Dans les atomes, les électrons occupent des niveaux d'énergie très précis. On dit que ces niveaux sont quantifiés. Pour passer d'un niveau à un autre, l'électron doit absorber une énergie égale à la différence entre ces deux niveaux. La source d'excitation peut être un photon, c'est la photoluminescence, ou une réaction chimique. On parle alors de bioluminescence. La désexcitation de l'électron, c'est-à-dire son retour vers un état de plus faible énergie, provoque l'émission d'un photon. La longueur d'onde du photon dépend de la différence d'énergie entre le niveau de départ et celui d'arrivée. Dans l'hydrogène, l'un des premiers éléments analysés, le physicien suédois Anders Ångström avait découvert 4 raies et mesuré leur longueur d'onde: 410, 434, 486 et 656 nanomètres. Nous sommes bien dans le domaine visible. La théorie des quantas nous incite à changer d'unité. Nous passons des longueurs d'onde exprimées en nanomètres aux énergies exprimées en électronvolts eV. Le domaine visible va de 1,6 à 3,1 eV et les 4 raies sont mesurées respectivement à 1,88, 2,54, 2,85 et 3,01 eV. Voici donc les postulats de Bohr. L'électron ne peut tourner que sur certaines orbites correspondant à des niveaux d'énergie bien déterminés. Toute orbite intermédiaire est interdite. Les niveaux d'énergie sont quantifiés et désignés par le nombre quantique n. Sur l'orbite n égale 1, l'électron est dans son état fondamental. Pour le hisser à des niveaux supérieurs, il faut lui fournir de l'énergie en le bombardant avec des photons par exemple. Ici, il est au niveau excité n égale 3. Cet état n'est pas stable et il va redescendre, par exemple au niveau n égale 2, en émettant un photon d'énergie 1,88 eV, c'est-à-dire une lumière rouge.
Sur le diagramme, le signe moins indique qu'il faut fournir de l'énergie à l'électron pour l'exciter. 13,6 eV est l'énergie nécessaire pour l'arracher de l'atome. C'est l'énergie d'ionisation. Au-dessus de 0, l'électron est libre. Au-dessous, il est lié. La série de Balmer correspond aux transitions électroniques des états excités vers n égale 2. Il existe d'autres séries comme celle de Lyman et de Paschen. Le génie de Bohr est d'avoir osé abandonner la physique classique, celle de Newton et de Maxwell, qui ne fonctionne plus au niveau atomique, et de l'avoir remplacée par une physique aussi étrange que déroutante, tirée des idées de Planck et d'Einstein. C'est une physique de la discontinuité dans laquelle seules sont permises aux électrons certaines orbites énergétiques. Des domaines entiers lui sont donc interdits, comme est interdit à l'homme qui prend l'escalier l'espace compris entre deux marches. Certes, le modèle de l'atome de Bohr s'est vite révélé insuffisant. Les électrons ne sont pas en orbite, mais occupent l'espace autour du noyau avec une certaine probabilité de présence. Mais son mérite est d'avoir été le premier modèle quantique de l'atome et d'engager ainsi toute une génération de savants sur le chemin de la révolution scientifique.